Je n'aime pas les vampires. Le délire de contaminer autrui par une morsure de quelque forme que ce soit, ghoul, etc., ce n'est pas ma came. Et pourtant... Je n'aime pas Tokyo Ghoul. Et jamais je ne pourrai l'aimer car son postulat de base me fait déjà ne pas l'apprécier. Et je peux appliquer cette règle avec tous les animés de vampires ghouls monstres que l'on peut trouver dans le milieu. Je suis certain qu'on a tous un genre que l'on apprécie moins, que ce soit au cinéma ou dans les animés. Ceux qui aiment le mainstream à la DBZ Naruto seront sans doute moins sensibles à un bon moe à la K-On par exemple. Maintenant que vous comprenez mieux mon rapport avec ce genre de récit, il va falloir que je vous explique pourquoi Sirius Eger a réussi à faire exception. Bon, tout d'abord, pour toute œuvre, il faut savoir qui l'a réalisé, c'est un principe que j'aime bien appliquer. Et vous l'aurez compris, si je vous en parle, c'est que dans notre cas, on n'a pas le zigoto du coin qui vient réaliser la série. Masahiro Ando, auteur de la petite pépite d'animation qui se nomme L'épée de l'étranger, véritable merveille de chorégraphie et de mise en scène, si c'est la première fois que tu entends le nom de ce film, eh bien tu sais quoi faire de ta soirée. Pour le studio d'animation, ce n'est pas un indice de qualité vraiment fiable, car en général ils sont capables du meilleur comme du pire. Mais bon, dans notre cas, ils ont réalisé le sympathique animé Shirobako, qui parle justement d'animé, et d'autres trucs dont ma considération se rapproche de zéro, Angel Beats entre autres. Je ne vous ferai pas l'affront de vous dire qu'il est disponible seulement sur Netflix. Ah. Mais assez parlé de ce qui entoure l'œuvre et parlons de celle-ci justement. On en arrive au premier point de pourquoi je l'apprécie tout particulièrement, son postulat de départ. Mais l'analyste, c'est une histoire de vampire, ça casse pas trois pattes à un canard, le postulat de départ, c'est sûrement une histoire de contamination ou de domination sur les humains. Oui, Eudes. Mais la chose est plus nuancée, même si on y retrouve certains de ces éléments. Le premier point qui a fait la différence, c'est son contexte historique. Car oui, dans Sirius Eger, tout le monde roule en Ford T. Si tu veux voler, c'est avec le ballon dirigeable. Le contexte géopolitique mondial y est aussi établi, on apprend la présence de puissances comme la Chine, les États-Unis ou encore l'Angleterre dont on a quelques vues au début de l'animé. Autrement, l'intrigue se concentre essentiellement au Japon, pays qui semble industrialisé à l'anglaise, mais encore empreint de tradition. Comme toujours en somme. Mais l'analyste... Non. Il n'y en a pas à ma connaissance, ou du moins la majorité de ce genre d'histoire se passe dans des contextes modernes. Le personnage principal est un lycéen mordu par une ghoul vampire monstre et sa vie en est chamboulée. Le contexte change d'une histoire à l'autre, mais j'ai pris le postulat de Tokyo Ghoul pour que vous vous en rendiez compte. Après on peut placer ça pendant une prise d'otage ou j'en sais rien, ça restera proche du contexte scolaire. Tu comprendras donc que le personnage principal de Sirius n'est lié à aucune scolarité, son âge n'est d'ailleurs jamais déterminé et on sait pas s'il est plus ado ou jeune adulte, on l'éloigne donc déjà un peu plus du stéréotype du lycéen. Ici notre ami Yuli, c'est son nom, est directement impliqué dans le monde qui l'entoure, alors que l'on sait que notre ami écolier est limité par sa condition et ses obligations. On sait ce qui anime ses journées, le contexte nous est familier, et quand on regarde les premiers épisodes, on attend davantage le moment de la morsure qui est inévitable qu'autre chose. Dans le cas de Sirius, on a quelques repères mais on ne sait rien du monde dans lequel ils vivent. La hiérarchie entre les personnages, la place des vampires dans la société, leur rang, le rôle des associations, ce qui fait qu'en plus d'être relativement rafraîchissant, il est intéressant car là aussi il s'éloigne des stéréotypes d'univers du genre Heroic Fantasy par exemple. Pour moi ça ajoute un intérêt supplémentaire à regarder en tout cas. Voilà, premier long point, mais vous remarquerez que rien que sur le point de départ, il présente des facettes qui le rendent, en mon sens, différent des autres. Oh, j'ai omis de vous raconter le fameux synopsis. Je vous parle depuis tout à l'heure, mais vous devez être largué. Non, je ris. Si vous avez deux yeux, vous pouvez le consulter en description, parce que je sais que vous avez la flemme de faire une recherche Google. Et si vous regardez bien, il y a aussi mes réseaux sociaux, alors n'hésitez pas. Découlant directement de ce que je viens de vous dire, et comme toute histoire digne de ce nom, vous comprendrez qu'on va, à travers l'avancée du récit, découvrir les origines des personnages, les raisons de leurs actions, et mieux comprendre les ficelles de l'univers établi. Parce que bon, au début, quand on les voit se taper, on comprend que c'est pour éradiquer de la vermine, mais on sait que c'est du menu fretin. Faut dire aussi que les personnages ont de l'expérience, et c'est bien montré, ils ont peur de rien et agissent comme si tout était prévu. L'histoire ne se limite pas à ça, ce n'est que la surface. Derrière, faut limite démanteler un gang de vampires. Il y a une véritable hiérarchie, un rapport de force entre les différentes instances. On a l'organisation du personnage principal, le Vichy-Ping, sorte de police privée d'éradication de vampires, l'armée qui joue un rôle important, le groupe Yako, qui sont des terroristes pour faire vite, et enfin les vampires, agissant en grande organisation à la hiérarchie bien huilée. C'est un des points sur lesquels on appuie dans l'anime, la différence entre royaux et normaux.
Pour la faire courte, les royaux, de ce que j'ai compris de famille royale, peuvent se balader en journée et se fondre parmi les humains, sans être consumés par le soleil, chose que les autres vampires ne peuvent pas faire. D'ailleurs, dans leur état primitif, ils ressemblent plus à des bêtes sauvages qu'à des vampires, on a moins de pitié à les tuer. Ils ont été rafraîchissants sur plusieurs points, c'est ce que je vous répète depuis tout à l'heure, mais ils ont gardé pas mal d'éléments assez caractéristiques des vampires, à commencer par leur apparence. Peau blanche, crocs, bon ça c'est inévitable, habits sombres et rouges, et leur mort en poussière, sans parler des noms allemands. Kirchner, c'est celui qui colle le plus au stéréotype de Dracula finalement, même si le grand chef Yves Graf s'y prête aussi assez bien. Je n'ai pas assez d'expérience dans ce genre pour savoir si les autres animés font des liens plus ou moins importants avec ce dernier. En tout cas, Sirius n'a pas non plus redéfini tous les codes du vampire, si vous voyez ce que je veux dire. On parle beaucoup des confrères de Dracula, mais il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, un des éléments centraux de la série, même si possédant son lot de mystères, les Sirius, dont notre personnage principal en est un représentant, sa mèche blanche nous le rappelle. Alors, qu'est-ce qu'un Sirius ? Ils ont mis du temps à clairement l'expliquer, mais ça s'apparente à un loup-garou. Bon, le rapprochement n'est peut-être pas le plus pertinent, car pas mal de différences persistent, et le Sirius ne colle pas du tout avec l'image qu'on peut avoir du loup-garou, quand avec les vampires, il y a beaucoup de similitudes avec des clichés établis. Le Sirius ne se transforme pas en pleine lune déjà, c'est une sorte de bête sauvage, en réalité un loup gris, vivant dans des pays froids. Le personnage ne se transforme pas vraiment en loup, mais il prend une essence de bête sauvage et ses quelques traits comme des canines développées. Et au-delà des vampires, c'est toute l'histoire autour de cette race qui a capté mon attention durant toute la série. Il faut dire qu'elle est empreinte d'une mythologie assez intéressante qui nous éloigne du simple rapport vampire-humain traditionnel. On finit par s'en foutre un peu que les vampires mordent les humains par simple appétit, pour mon plus grand bonheur. Les Sirius restent liés aux vampires à travers un objet, encore une fois point de convergence de toute la série, l'arche de Sirius. C'est à ce moment de la vidéo que j'hésite à trop en dévoiler ou non, mais bon on est lancé, je vais essayer de la faire sobre. Je vais considérer que ça reste un mystère, une convoitise, elle n'est pas vraiment évoquée au début de la série, mais on insiste de plus en plus sur son existence. Je ne vais pas non plus vous dire son rôle. Tout ce que vous devez savoir c'est qu'elle relie Sirius et vampires, et d'une moindre manière les humains, dans la quête pour la retrouver et l'utiliser. À des fins différentes, j'en conviens, vous devinerez chez qui lesquelles sont les moins bonnes. Mais je vais essayer de vous délivrer une vidéo sans colorant de spoil ni conservateur. Je n'ai pas précisé, mais peu d'humains connaissent l'existence des vampires, ni même des Sirius d'ailleurs. Le passé suggère qu'ils s'affrontent dans l'ombre depuis un long moment, d'où un des objectifs si sains de notre ami Yuli, qu'est la cohabitation. Mais bon, je ne voudrais pas trop m'avancer. A travers mon blablatage, j'ai quand même relevé plusieurs choses supplémentaires qui ont fait que j'apprécie pas mal Sirius. La mythologie, et oui encore, il nous invite à découvrir son univers, ses rouages et pas juste suivre l'histoire d'un gamin au lycée. C'est assez réducteur mes propos, mais je caricature pour que vous saisissez mieux. D'ailleurs, j'attends les fans de Tokyo Ghoul en commentaire. Et si vous avez vu Sirius, n'hésitez pas aussi à dire un petit mot dessus. Mais bon, je pense avoir suffisamment vanté ses mérites pour que vous jetiez un coup d'œil. Maintenant, j'aimerais salement nuancer mes propos parce que j'ai pas mal de choses qui m'ont un peu agacé. L'apparence des vampires, j'en ai déjà parlé, je ne m'attarde pas plus parce que j'ai conscience que ce n'est pas pour trahir l'image qu'on a d'eux. Mais je n'apprécie pas des masses le côté allemand, svelte blanc, à l'accoutrement noble, noir et serré, un peu à la Dracula finalement. Non, je n'apprécie pas beaucoup. Après, ça relève pas mal du pinaillage et je pense qu'on peut le retrouver dans chaque série si on chipote un peu. Mais le coup de la blessure assez grave et la reprise du combat quelques temps après sans trop de problèmes, j'entends bien que c'est un Sirius mais bon, à éviter. Même procédé pour Michael lorsqu'il est blessé, malade, au bord de la mort en soi, mais il tient, il encaisse encore et se prend pas mal de coups. Il meurt à la fin selon les volontés scénaristiques, mais bon je pense que logiquement ses blessures le rattrapent. Après c'est fréquent dans pas mal de fictions. En parlant du scénario, je dirais qu'il n'est pas mirobolant, on n'est pas non plus sur un thriller à la Death Note. Il va davantage suivre les sentiers habituels de ce genre de récit, même si l'univers est très sympa. On reste sur une quête de vengeance, la volonté machiavélique de dominer le monde du côté des antagonistes, même si fondamentalement l'Arche a pour but de soigner les vampires malades. Et un peu de politique, pourquoi pas, à travers les généraux d'armée et les différentes puissances qui cherchent ce fameux Graal. Après, elle prend aussi d'autres directions intéressantes, il faut toujours nuancer. La recherche du Graal ou l'héritage d'une civilisation par exemple. Thème que j'ai davantage apprécié que les autres, je ne sais pas pour vous après. Je trouve aussi un peu regrettable l'abandon si rapide des inventions du savant fou. On l'a présenté pendant tout le début de l'animé comme une pièce maîtresse, que c'était l'arme qu'il confectionnait qui allait s'avérer décisive pour la suite des événements, mais c'est balayé d'un revers de la main et le savant fou est réduit au rang de sombre merde. Son invention s'étant fait joliment défoncer par le BG Michael qui, pour le coup, fait exception pour les apparences de vampires. J'aimerais m'attarder sur les scènes de combat mais j'ai un peu la flemme, je préfère continuer sur le scénario.
Cette histoire d'armes est balayée trop facilement pour se focaliser sur la deuxième partie qui s'avère être la conclusion finalement, qui est la recherche de l'arche. Tout converge vers ça, l'arme n'a servi à rien donc, le dénouement de la première partie avec la mort du père de Saki par exemple n'a pas vraiment abouti. Après je n'aime pas trop quand beaucoup d'efforts sont déployés en vain, donc je le perçois comme un défaut scénaristique. À croire que c'était une motivation meuble pour mettre les héros en action pour mieux injecter la pilule de l'origin story et de l'affection. Au-delà de ces points-là, pas d'autres problèmes majeurs, je ne sais pas si vous aimez les voitures en 3D, mais bon, ça n'est pas choquant à l'œil. Et les scènes de combat d'Ando sont tellement bien et badass qu'on l'oublierait presque. Mention spéciale au combat Michael versus la machine qui était épique, il faut le dire. Je présume que la majorité compte le voir en VO, soyez courageux et essayez la VF, franchement elle fait vraiment le taf. Pour tout ce que je n'ai pas évoqué, des visuels à la musique en passant par les personnages, ils font très bien le taf aussi. Vous verrez par vous-même, surtout pour les musiques. Vous vous souviendrez des personnages aussi, je pense. Je blabla trop, je pense. Comme d'habitude, la fiche pour savoir si tu comptes le regarder ou non, si tu ne l'as pas déjà fait. Moi je te dis à une prochaine. Yes. あまりに最低な週末